Eh ben, merci beaucoup, Marthe, de nous partager ton travail aussi ce matin. Je te laisse te présenter et puis commencer ta présentation pour une vingtaine de minutes. Et puis, pour les participants, n'hésitez pas à poser vos questions au fil des présentations dans le chat. Merci beaucoup à la plateforme de me donner l'opportunité de communiquer sur ma thèse. Je suis Marthe Ducos, je suis psychologue clinicienne. Je travaille dans le centre de lutte contre le cancer de Bordeaux, l'Institut Bergonié, au sein d'une équipe mobile de soins palliatifs. Merci Clément Cormy de votre présentation. Je suis doctorante en psychologie à Paris 8. Je vais vous parler du deuil chez le jeune enfant. Ma pratique hospitalière étant plus spécifiquement en cancérologie, il s'agit donc de jeunes enfants qui perdent un parent du cancer. Quelques mots tout d'abord sur le deuil. Alors, j'essaye de passer à la diapo suivante. Excusez-moi. Je n'arrive pas à passer à la diapo suivante. Ah, si, ça y est. Est-ce que vous la voyez? Oui, voilà. Oui, c'est tout bon. Quelques mots. D'accord. Quelques mots tout d'abord sur le deuil. C'est une expérience douloureuse, plus ou moins transitoire, consécutive à une perte. Le deuil est une douleur éprouvée face à la mort de quelqu'un. Il se définit comme un processus psychologique par lequel le sujet parvient à prendre de la distance par rapport à la personne perdue et à pouvoir donner un sens à cette perte. Chaque famille est originale et a son propre modèle organisant. La mort vient perturber ce système et ses représentations partagées. Elle met en crise le modèle. Je vous ai mis une petite citation de Jean Alouche. La perte réelle va occasionner un trou dans notre système de représentation où va s'engouffrer le manque de l'autre. Mais nous restons vivants malgré notre chagrin. Je vais tout d'abord préciser mon hypothèse de travail et quelques éléments autour du deuil chez le jeune enfant pour illustrer la problématique. Je vous présenterai ensuite la méthodologie et les résultats partiels de ma recherche. Je ne présente pas aujourd'hui toute la méthodologie et tous les résultats de ma thèse. Nous posons l'hypothèse d'un traumatisme chez le jeune enfant qui perd son parent. Les troubles sont d'abord peu spectaculaires et pourtant certains auteurs parlent d'état de désolation majeur. La croyance en la toute-puissance protectrice des adultes est menacée par la mort. En effet, l'enfant vit l'adulte près de lui comme impuissant, il perd la croyance en sa protection. Les signes du deuil chez le petit enfant sont souvent banalisés par les adultes, certainement car éloignés de nous ou par défense. Par exemple, les comportements d'hypervigilance sont souvent des signes de dépression. On peut retrouver des signes anxieux envahissants, des plaintes psychosomatiques, des troubles du comportement, mais souvent, en fait, peu de signes apparaissent et l'enfant présente un comportement en faux self, avec une adaptation qu'on pourrait décrire de majoré face au contexte. Cette volonté de protéger les adultes explique que l'enfant mette peu en avant les signes de sa souffrance, notamment à son parent restant. On peut souvent observer qu'il cherche à le rassurer, avec le risque d'effets pathogènes à moyen et long terme. La spécificité du deuil chez le jeune enfant est la courte durée, épisodique dans le sens où elle ressurgit après une période de calme. On parle de short-term pain pour ce répit. Ces manifestations intermittentes du deuil sont déroutantes pour les adultes et cette spécificité est renforcée par les difficultés de l'enfant à se faire comprendre. Du fait d'une élocution en cours d'acquisition lorsqu'il a 2 ans et normalement acquise vers 5 ans. Les émotions et les ressentis passent souvent davantage par le corps, avec des troubles envahissants, des maux de tête par exemple, de ventre, des problèmes dermatologiques.
Les angoisses diffuses de mourir sont peu verbalisées et elles se démontrent plutôt par des comportements axés sur l'agir. Quelques troubles externalisés sont avancés, provocation, agitation, colère. On peut retrouver de l'agressivité aussi. La littérature internationale souligne les troubles pathologiques possibles à l'adolescence, avec des taux de dépression significativement plus élevés, des troubles phobiques, paniques augmentés et des comportements délinquants nettement augmentés. Il peut y avoir des conséquences psychiatriques à l'âge adulte. Dans ma thèse, j'étudie un premier groupe de jeunes adultes endeuillés dans leur enfance et tous démontrent des troubles plus ou moins importants, plus ou moins intenses en regard de la littérature. L'expérience d'une perte précoce peut également entraîner une vulnérabilité physique, selon certains auteurs. En réponse à un excès de stress, les individus peuvent développer des troubles physiques tels que l'hypertension artérielle, le diabète, des maladies cardiaques ou infectieuses. D'autres études ne montrent pas de lien direct, mais ils mettent en avant le facteur et donc l'importance de l'accompagnement familial. Des facteurs de protection et de vulnérabilité sont en effet à prendre en compte, notamment la qualité de l'attachement de l'enfant et la disponibilité psychique du parent restant. La pratique clinique quotidienne montre l'importance d'étudier l'impact de la perte chez les jeunes enfants, de préciser le travail de deuil spécifique chez eux, ainsi que les facteurs possibles de soutien et de résilience face à celui-ci, en prenant en compte le système familial dans son intégralité et non la relation parent-enfant stricte. Toutefois, peu d'études ont abordé ces facteurs dans la perspective d'étayer une prise en charge, un accompagnement spécifique. Il n'y a pas d'études cliniques qui a vérifié la pertinence de cet accompagnement. Il semble nécessaire pourtant d'explorer les possibilités de soutien psychologique spécifique à apporter à l'enfant et à la famille endeuillée, ceci afin de prévenir les conséquences délétères à moyen et long terme de l'expérience de la perte d'un parent, celle-ci risquant de devenir constitutive de l'identité de l'enfant si elle n'est pas élaborée de façon suffisante. Nous avons choisi de le faire avec des outils qui s'appuient sur l'aménagement des stratégies de régulation émotionnelle et les ressources qui sont portées par le fonctionnement d'un groupe. Nous avons développé un dispositif, excusez-moi, j'essaye de vous mettre la diapo d'après, et j'ai toujours du mal. Ouais. Nous avons développé et étudié un dispositif de groupe thérapeutique où nous accompagnons la famille en tenant compte du vécu subjectif du jeune enfant, de son développement psycho-affectif et en essayant de favoriser l'expression émotionnelle. Ce groupe s'appelle La petite fille aux allumettes. Quel mot pour quel chagrin? Il s'agit d'un groupe pour les parents endeuillés et d'un groupe pour les enfants endeuillés. Les familles arrivent ensemble, puis elles se séparent le temps des groupes thérapeutiques pour se retrouver ensuite. Pour évaluer la qualité de la régulation émotionnelle, nous nous appuyons sur les comptes rendus des séances de groupe thérapeutique que nous analysons avec la théorisation ancrée après chaque séance de groupe. Et nous utilisons avant et après la thérapie de groupe la version française de l'Emotion Regulation Checklist, l'ERC. L'ERC identifie les stratégies de régulation émotionnelle et la dysrégulation émotionnelle chez les enfants d'âge préscolaire et scolaire. Nous évaluons le fonctionnement familial avec le génogramme et le FACE-4. Notre outil de recherche principal, en plus des 4 outils que je viens de citer, donc la théorisation ancrée, le génogramme, le FACE-4 et le ERC, c'est l'étude de cas, soit une étude qualitative sur 1 année et demie des jeunes enfants et de leurs familles.
En 2 mots, la théorisation ancrée est un outil qui extrait des comptes rendus de séance les éléments les plus marquants, il les catégorise et il les codifie et il les catégorise ensuite pour faire ressortir des grandes catégories d'analyse de discours. Le RC, c'est un questionnaire de 24 items qui évalue la régulation et la dysrégulation émotionnelle, soit la façon dont l'enfant gère ses émotions. Ma thèse analyse toutes ces données sous forme d'études de cas pour voir comment l'enfant évolue avant, pendant et après l'accompagnement. Le génogramme, c'est une représentation graphique de la famille et le FACE4, lui, il étudie la cohésion et la flexibilité de la famille. L'analyse des comptes rendus de séance met en évidence la progression des thèmes abordés chez les adultes comme chez les enfants. Par exemple, nous avons été très étonnés des résultats retrouvés dans le groupe des parents. Le sujet des enfants n'apparaît qu'en 4e position, après les préoccupations autour de la mort et de la maladie, de la souffrance et des questionnements des adultes eux-mêmes profondément affectés par la perte de leur conjoint. Au fur et à mesure du suivi thérapeutique, ces préoccupations des parents pour leurs enfants augmentent. Chez les enfants, nous observons une augmentation des signes de tristesse au fil de l'accompagnement. Loin de penser que cela est négatif, il semble qu'au début, les enfants ne s'autorisaient pas à montrer leur souffrance. Nous pensons que le groupe, par son effet de miroir, par le jeu de l'imitation et des identifications, mais aussi des projections, constitue une possibilité privilégiée pour chacun des participants de construire et d'affirmer son identité, à la fois semblable à l'autre et différente. De plus, le groupe est le témoin, le contenant et le garant de la continuité du discours de chaque enfant. Il permet d'exprimer ses émotions à l'enfant. Les résultats de l'ERC ne montrent pas d'évolution de la régulation émotionnelle après la thérapie, mais en revanche, la dysrégulation émotionnelle est moins présente. Les enfants utilisent moins de stratégies de dysrégulation émotionnelle pour gérer leurs émotions dans leur quotidien. Le génogramme et les mesures du FACE4 que nous utilisons pour évaluer le fonctionnement familial, corrélés avec l'ERC, montrent le rôle modérateur du fonctionnement familial. Et je profite de ce résultat pour montrer, qui montre l'importance du système familial, pour souligner que cette étude et ce dispositif portent une attention très particulière aux parents dits survivants, en ce sens que l'enfant fait souvent l'expérience de la perte ambiguë. Nous observons des variations dans la disponibilité émotionnelle des parents victimes de deuil et de traumatisme auprès de leur enfant. À la perte concrète à laquelle fait face déjà le jeune enfant s'ajoute la perte affective liée au manque de disponibilité du parent restant lui-même trop affecté par son deuil, son travail de deuil. Pauline Bost décrit très bien ce phénomène, expliquant que le parent survivant est présent physiquement, mais pas psychiquement. Il fait vivre à l'enfant une fois de plus l'absence en étant présent et malgré lui. C'est cela la perte ambiguë. L'étude montre des effets bénéfiques pour les enfants comme pour les parents. Ce programme de soutien doit être poursuivi car pour les très jeunes enfants qui n'ont pas encore franchi les étapes cognitives et émotionnelles de leur développement psychique, la perte d'un parent peut constituer un élément fondamental de leur construction identitaire. Le travail de deuil doit être repris à chaque étape de leur développement quand la perte est réactivée. Qu'il s'agisse de l'adolescence ou du moment où le jeune enfant va quitter la maison et plus tard dans les contextes de séparation conjugale par exemple ou de départ à la retraite, la douleur peut revenir de manière fulgurante alors qu'on ne l'attendait plus. Pour prévenir ce processus, l'accompagnement de l'enfant endeuillé et du parent survivant s'avère indispensable de façon à ce que la perte ne devienne pas un organisateur de la vie psychique du sujet. Le dispositif La petite fille aux allumettes a pour but la prévention des troubles grâce à l'expression émotionnelle et le travail sur les stratégies de régulation émotionnelle.
Il accompagne à la résilience familiale. Nous travaillons autour de la crise familiale pour un avenir moins à risque. Je vous remercie de votre attention et je suis disponible pour les questions. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Pas encore, mais je vous invite à les poser s'il y en a. Moi, j'en avais une petite par rapport au dispositif de la petite fille aux allumettes. Est-ce que c'est un dispositif que tu as mis en place avec d'autres partenaires, j'imagine bien, mais est-ce que qui a été mis en place à l'occasion de ton travail de thèse, ou est-ce que ton travail de thèse est venu prendre ce terrain-là en fait comme objet? Alors, le dispositif La petite fille aux allumettes est préexistant à mon travail de thèse. J'ai commencé l'étude de ce dispositif un an et demi après qu'il ait, un an et demi après qu'il ait débuté. Et là, j'ai arrêté l'étude, entre guillemets, de ce dispositif qui a duré un an et demi, même si je poursuis vraiment le travail au sein du dispositif. Mais dans le cadre de la thèse, voilà, il s'est arrêté. Et il était le groupe. Et donc, tu as travaillé principalement pour ta thèse sur les comptes rendus des groupes thérapeutiques, c'est ça? Voilà, sur les comptes rendus des groupes thérapeutiques et sur les tests que sont le génogramme, le FACE4 et l'ERC, donc avant l'accompagnement et après l'accompagnement. D'accord. Pour ce groupe de travail, oui. Ok, bah merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses. Alors, il y a quelques questions dans le chat. Marie-Sergio te pose la question suivante. Merci pour votre présentation. Les enfants ont quel âge? Donc, il y a une autre question dans ce sens-là de Margot Vieille qui pose aussi la question de savoir si les enfants de 2 ans participent au groupe thérapeutique. Et ensuite, il y a d'autres questions. Donc, peut-être la question de l'âge des enfants qui participent au groupe thérapeutique. Alors, les enfants qui participent au groupe thérapeutique peuvent avoir on en accueille des tout petits, hein, moins de 2 ans, jusqu'à 8, 9, 10 ans. Il y a ensuite un groupe adolescent, pour les plus grands en tout cas. Et dans le cadre de ma thèse, j'étudie les enfants entre 2 et 5 ans. Les critères d'inclusion étaient ceux-là. D'accord, ok. Et du coup, il y a un complément à cette question pour les enfants de 2 ans. C'est de savoir comment évaluer le vécu et l'expression émotionnelle d'un enfant de 2 ans. Alors, le vécu et l'expression émotionnelle sont analysés au fur et à mesure des comptes rendus de séance, et ils sont aussi évalués par le parent à partir des questionnements de l'ERC. Le parent reste celui qui peut faire une traduction des expressions émotionnelles de son enfant, et évidemment les thérapeutes aussi au sein des groupes. Et une autre question intéressante également sur le financement du dispositif, c'est-à-dire qui soutient cette initiative de ce Alors, groupe? excusez-moi, je pense que je ne l'ai pas dit au début et j'en suis désolée. Je remercie l'OCIRP, qui est une caisse de prévoyance qui soutient particulièrement l'orphelinage et qui a soutenu ma thèse. L'hôpital, l'Institut Bergonié est aussi un soutien, évidemment l'école doctorale. D'accord. Et alors, où est-ce que tu en es dans ton travail de thèse? Est-ce que tu as une date de fin prévue? Pardon. Je suis en 5e année de thèse. J'espère terminer prochainement pour pouvoir soutenir mon travail. Très bien. Bon, on aura hâte de lire ce travail et puis aussi les futures publications, j'espère, qui en découleront. Merci. Merci. On va poursuivre avec Manon Moncoq, qui est déjà connectée.